Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Cyber Radio-du-bas TV. Pour co-animer cette émission, je suis avec Romain Quina. Bonjour Romain. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir. Nous sommes chez vous. Vous êtes responsable marketing et communication de Nomios et à vos côtés, Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Vous êtes Field CTO Cyber Security évangéliste de Fortinet. Aujourd'hui, nous allons accueillir Stéphane Baconnet, DSI de Largo. Bonjour Stéphane. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes né en 1970, une décennie incroyable. Et vous êtes né à Troyes, dans le département de l'Aube, à l'ombre de la cathédrale peut-être ? À l'ombre de la maternité. De la maternité surtout. Cette cathédrale de Troyes, j'aime bien la citer parce qu'elle n'a qu'une tour. La terre était trop friable et fragile pour avoir 2 tours de cathédrale. Alors, vous n'aviez qu'un but. La quête de votre Graal, c'était d'avoir le bac C. Qu'est-ce qu'il avait de si mythique, ce bac, Stéphane, franchement ? L'élite des bacs. L'élite des bacs à l'époque. Depuis que j'étais tout petit, j'entendais le bac C, il est intelligent, il a eu un bac C. Et je voulais être intelligent, je voulais avoir le bac C. Mais le problème, c'est qu'après avoir obtenu ce bac, vous ne saviez pas du tout ce que vous alliez faire. Mais alors, pas du tout. Il y a une seule chose qui jouait en votre faveur. Vous avez eu un ordinateur vers 11 ans. Et là, vous vous êtes dit quoi ? C'est ça que je veux ? Même pas. Même pas. C'est l'université qui m'a dit « je vous veux ». C'est vrai. J'ai postulé en informatique parmi d'autres départements. J'ai été pris. À Nantes. À Nantes. Et ayant déjà un ordinateur, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas juste un hasard, c'est peut-être une opportunité. 2 ans, vous êtes resté à l'université ? À l'IUT, oui. Ouais, d'accord. Alors, avec votre DUT, il y avait à l'époque un stage de fin d'études, ce qui était remarquable parce que c'était peut-être une promesse d'embauche qui était finalement, pour vous, cette promesse d'embauche. Et vous êtes chez Arthur Andersen, vous êtes resté 4 ans. Moi, je me pose la question, quand on sait que c'était le bac C pour être intelligent et 2 ans d'études, qu'est-ce que vous avez fait chez eux ? Le début de votre carrière, c'était quoi ? Du développement. En fait, Arthur Andersen, à cette époque, avait un département logiciel. C'était le début des logiciels tels qu'on le connaît aujourd'hui, avec un marché qui est quand même grandement dominé par nos amis allemands de chez SAP. Et Arthur Andersen avait essayé de se lancer sur le marché. Il avait créé des départements avec des développeurs pour travailler sur des logiciels, et je faisais partie de ces équipes en France. Alors, vous avez eu la chance à l'époque de travailler sur ce qu'on appelle des gros systèmes IBM. Et comme en plus vous aviez fait de la micro-informatique à l'armée, parce que vous êtes d'une génération où on faisait son service militaire, cette double casquette, finalement, va vous permettre de rentrer et de vous ouvrir les portes de chez CHEP, où vous allez rester 6 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ? Alors, je suis rentré avec cette double casquette qui les intéressait pour faire du support technique. Et puis, par la suite, et c'est ce que j'ai appris, CHEP était une société qui regardait furieusement vers l'avenir et les systèmes qui étaient nécessaires. Et là, on parle des années 90, et ils ont décidé de mettre en place des systèmes décisionnels. Ce qui n'était pas aussi commun que ce qu'on a aujourd'hui. Et on m'a confié ce projet décisionnel. Donc, je suis sorti avec une casquette supplémentaire décisionnelle. Voilà. Alors, vous avez changé de cap pour travailler ensuite dans une boîte d'événementiel. Vous restez responsable informatique, mais c'est un changement de décor total pour vous. Changement de décor, retour au bord de la mer, puisque, en fait, après 10 ans à Paris, retour sur les bords de l'Atlantique, sur Nantes. Et une entreprise qui, je dirais, était relativement jeune, avec toute l'informatique à construire. Ça, c'était un challenge, c'était passionnant pour vous. C'est un challenge, et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Je me définis réellement comme quelqu'un qui va construire des systèmes, qui va apporter des solutions. Donc là, j'avais effectivement tout pour m'épanouir. Tout pour votre épanouissement, et pourtant, vous allez faire encore quelques allers-retours. Vous reviendrez d'ailleurs à l'événementiel une 2e fois. Il y aura une 3e fois ?
faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, et c'est assez récent, depuis le mois de janvier, donc vous êtes j'accueille un jeune bébé DSI. J'aime beaucoup le mot bébé. Voilà. Ça fait longtemps qu'on m'a pas dit bébé. Et vous êtes chez Largo. Comment vous êtes arrivé chez Largo ? Une fois encore, c'est une question d'opportunité. Des rencontres. Je crois que ma carrière a été émaillée de rencontres. Quand vous me demandiez comment je suis arrivé sur l'événementiel, c'est par des rencontres. Et Largo, c'est encore ça. Des questionnements, forcément, si on n'est pas un peu ouvert à de nouveaux challenges, on ne regarde pas. Et puis, Largo, qui est une société qui est toute récente, elle a 5 ans, qui est sur le reconditionnement d'équipements high-tech, qui est sur cette économie circulaire que je ne connaissais pas encore, des choses qui sont très porteuses aujourd'hui. Ça prend de l'ampleur. Hein. Oui, et quand je dis porteur, c'est pas tant au niveau que c'est une mode, mais c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il y a beaucoup de personnes, et moi le premier, on s'inscrit sur ce phénomène de, essayons de consommer différemment, essayons d'apporter un petit peu notre touche pour laisser une terre un peu meilleure à nos enfants et nos petits-enfants. Et en plus, on rajoute la situation économique d'aujourd'hui. Avec l'inflation, c'est vrai que la seconde main va prendre de plus en plus d'importance. Les questions, elles arrivent, elles sont posées par Romain et Christophe. On démarre par Christophe. Merci. Dans le cadre d'une approche de cyber-résilience, on va dire, il est nécessaire de définir quels services sont fondamentaux pour le fonctionnement de l'entreprise et ceux dont on peut se passer dans un mode, on va dire, dégradé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait comme démarche et défini avec précision au niveau de la cartographie, du système d'information, on va dire les services essentiels de l'entreprise ou Alors, comme Bill l'évoquait, je n'ai que quelques mois d'ancienneté encore. Donc, la cartographie est en cours, elle n'est pas totalement terminée. Clairement, pour Largo, ce qui est important en termes de sécurité, Largo, depuis sa création, c'est 250 000 appareils qui ont été reconditionnés. L'objectif, c'est 25 000 par mois d'ici la fin de l'année. Ces appareils, on n'en connaît pas toujours la source. Et pour nous, c'est un vrai point important de s'assurer que tous ces appareils high-tech dont on ne connaît pas grand-chose rentrent chez nous, soient sécurisés. Nous, on les remet à zéro, on délivre des certificats d'effacement sur ces appareils, mais surtout que, quoi qu'ils contiennent, ils ne viennent pas polluer l'entreprise et tous nos systèmes. Très bien. Effectivement, ça faisait partie des questions que j'allais poser concernant la seconde main. Donc, vous avez répondu, effectivement. Alors, peut-être, effectivement, dans ces systèmes qui arrivent finalement dans un état inconnu avec des informations inconnues, vous avez des systèmes de ségrégation, une étanchéité, je dirais, de la partie industrielle, finalement, parce que ça s'apparente à un processus industriel par rapport au reste, c'est ça? Voilà, c'est toute la difficulté, c'est d'avoir des opérateurs qui vont être à la fois amenés à travailler sur ces outils qu'on récupère, ces équipements qu'on récupère, et sur l'ERP. Donc, arriver à faire cette ségrégation en faisant en sorte que l'un ne vienne pas polluer l'autre. Mais globalement, on s'en sort pas trop mal, je crois. Romain. Alors vous avez noté on a noté que Largo est une entreprise relativement récente et que vous-même vous êtes arrivé il y a quelques mois en tant que DSI. Quand on arrive dans une entreprise récente, dont l'informatique n'est pas le cœur de métier, par quoi on commence quand en arrivant en tant que DSI? Là encore, on l'a un peu évoqué, par une cartographie, j'aime pas le terme d'audit parce que c'est pas exactement ça, mais clairement une analyse de l'existant. Et puis la chance que j'ai eue, je disais c'était une opportunité. J'ai rencontré les fondateurs de l'entreprise. Puis ça a matché en fait. Et eux m'ont dit est-ce que tu peux venir nous accompagner, nous apporter ton expérience pour qu'on mette ça en place? Donc clairement, j'ai la possibilité d'étudier et surtout d'apporter des solutions, de suggérer des solutions dont ils sont totalement preneurs. Et alors, vous avez parlé de reconditionnement, d'économie circulaire. Est-ce qu'on peut l'appliquer à soi-même dans la DSI? Parce que vous le faites pour vos clients, mais est-ce que vous-même, vous appliquez cette économie-là? Très directement, le parc informatique chez Largo est à 90% du recyclé.
Pourquoi 90% ? Parce qu'en fonction des besoins, vous allez avoir besoin de machines un petit peu taillées de manière un peu costaud. Vous avez besoin d'avoir les dernières références. Mais systématiquement, quand on peut, on s'applique ça. Et nous-mêmes, on fait du reconditionné. Dernière question, l'un ou l'autre, Christophe ou Romain ? Christophe ? Effectivement, donc dans cette approche nouvelle finalement, parce que à la fois l'entreprise est récente et vous-même vous êtes encore plus récent, si je puis dire ainsi. C'est quoi la plus grosse difficulté quand on arrive comme ça, même si on connaît les fondateurs? Est-ce que il y a une peur où on se dit je sais pas par quel bout je vais prendre les choses, ou est-ce qu'au contraire vous avez une feuille de route très précise sur comment vous allez dérouler la suite des choses et vos objectifs? Et atteindre vos objectifs. Il y a une feuille de route, si ce n'est que l'effet start-up fait que vous avez une croissance qui est telle que votre feuille de route est très très régulièrement revue. Cela dit, et c'est aussi l'un des intérêts qui m'a fait rejoindre l'Argo, c'est qu'il y avait déjà une culture d'entreprise qui faisait qu'on implique les utilisateurs. Donc, moi, je me suis senti parfaitement accueilli. Et globalement, l'ensemble des utilisateurs avaient une attente par rapport à l'informatique. Donc, non, ça s'est très bien passé. Merci, messieurs, pour vos questions. On va revenir encore quelques instants, Stéphane, avec votre entreprise, l'Argo, puisqu'elle fait partie de ces sociétés qui proposent à leurs salariés de faire du sport. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une punition d'aller avec les collègues faire du sport, franchement ? Moi, je trouve ça une très bonne idée. Il y a des années que je souhaitais me remettre au sport. Faire un peu de muscu, c'est ça ? Voilà, ou de la muscu ou autre chose. En tout cas, de dépenser les calories qu'on a glanées dans les restaurants. Et c'est clair que d'apporter ce type de service aux salariés, c'est toujours agréable. En plus, ça permet vraiment de créer une bonne ambiance, puisque au sport, il n'y a plus de hiérarchie. Même si on est sur une entreprise où la hiérarchie est plutôt faible, on est sur des entreprises avec un mode de management très moderne. Mais voilà, c'est très agréable. Alors, c'est pas pour vous jeter la pierre. Je ne veux pas dire que vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas pratiqué le sport. Loin de là, parce que vous avez fait pas mal de vélo plus jeune, même de la compétition. C'était il y a très longtemps. Ah oui, mais ça s'oublie pas quand même. Ah non, je vous confirme. Compétition à quel niveau ? Je courais en régional. Pas mal, dites donc. Donc, oui, des courses de 120 km à l'époque en junior, en régional. Après, voilà, des très très bons souvenirs. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Le vélo étant, contrairement à ce qu'on peut croire, un vrai sport collectif, avec un vrai esprit d'équipe. Et vous êtes aussi, côté football, historiquement supporter de l'équipe de Nantes. Je voulais savoir, le 7 mai dernier, dans quel état vous étiez ? J'étais au Stade de France. C'est ce que je voulais dire. Et à la fin du match, alors ? La fête ? On est resté au Stade de France beaucoup plus que nos malheureux adversaires. Ben oui, je me doute. C'était une belle soirée quand même. Une excellente soirée. Les Canaries ont pu rechanter. Ah, ils n'ont jamais arrêté de chanter. Ah oui, mais là, ils ont pris leur envol. Là, ils ont pris leur envol. Alors, mis à part le sport, vous avez aussi une autre passion qui est incroyable. Vous adorez la BD, surtout l'école de la BD belge. Alors, pour moi, la BD belge, c'est Tintin, c'est Gaston Lagaffe, c'est Black et Mortimer, c'est Spirou, c'est Boule et Bill. Vous êtes un vrai collectionneur, en plus. Pas qu'un fan, collectionneur. Vous en avez combien des BD à la maison ? On n'est pas loin de 1000. Pas loin de 1000. Vous êtes fan aussi des BD de science-fiction. Ça, je connais un petit peu moins. Quelle est votre plus belle pièce dans votre collection ? C'est toujours difficile de dire quelle est la plus belle pièce. La plus originale, peut-être là. En fait, non, je suis assez content. En fait, il y a énormément de BD qui sont publiés tous les ans. Aujourd'hui, c'est un métier sur lequel les dessinateurs et les scénaristes ont beaucoup de mal à vivre. Et il y a des plateformes participatives où vous pouvez aider des BD à sortir. Donc je participe comme ça à quelques BD. Après, pour Lego, il y a votre nom sur la dernière page. Mais, c'est bien ça aussi. Mais ça permet de participer, si ce n'est à la survie, mais en tout cas au développement de cet art. Je me pose la question, quand on a autant de BD, qu'on est collectionneur comme vous et qu'on est fan, est-ce qu'on les prête, ces BD ? Ou on a du mal ? Si je vous emprunte une BD...
Je vous connais pas encore. Eh ben voilà, j'ai ma réponse. Merci beaucoup Stéphane pour cette interview. Merci aussi à Romain et Christophe. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.